Donc nous allons passer à la troisième communication qui sera présentée par le professeur Marwan Timassi, qui est professeur à la faculté de droit et de sciences politiques de Sousse, en Tunisie. Il est également membre de l'unité de droit constitutionnel et fiscal maghrébin et membre fondateur de l'association Gouvernance et Citoyenne. Enfin, j'aimerais bien signaler que notre professeur a participé au contrôle des élections du 23 octobre qui ont eu lieu en Tunisie en 2011 en sa qualité d'observateur national. Donc, à vous la parole pour nous présenter une communication intitulée « Le service public de la justice en Tunisie ». Merci, Monsieur le Président. Donc, le service public de la justice en Tunisie est la deuxième république. Donc, comme vous le savez, après la Constitution de 2014, ou bien d'après la Constitution de 2014, la justice n'est plus un tiers pouvoir, mais elle est devenue un troisième pouvoir, et peut-être elle deviendra l'appareil de la société civile. Donc c'est une donne qui veut que l'administration de la justice quitte le cercle du pragmatisme et la gestion aussi unilatérale du pouvoir exécutif pour être une question qui relève d'une gestion collective basée sur l'idée de la démocratie participative, basée aussi sur les principes démocratiques, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Peut-être c'est une nouvelle axiologie. Donc, du moment que la justice devient l'un des piliers, ou bien le pilier majeur du paysage institutionnel, la justice doit être gérée autrement. Or, subir les retombées des principes démocratiques et les retombées de la démocratie participative est un programme très vaste dont les esprits n'ont pas été suffisamment avertis pour céder un service qui a été toujours géré sans participation. Mais les temps ont changé et la justice est proclamée solennellement comme étant un pouvoir. Donc, comme elle a été clamée aussi lors des événements du 17-14 janvier 2011. Aujourd'hui, donc, la justice constitue le troisième pouvoir. Il faut remarquer que l'idée d'un troisième pouvoir n'était pas une création ex nihilo de la deuxième constituante. L'idée remonte à la première constituante. L'idée a même précédé la République. L'idée avait ses détracteurs comme elle avait ses défenseurs en 1956. Mais les défenseurs d'un troisième pouvoir en 1956 se sont finalement accordés pour reporter l'idée. C'était un compromis pour faire passer d'autres choix considérés comme prioritaires à l'époque. Parce qu'un troisième pouvoir était considéré par les fondateurs, par les pères fondateurs, comme étant un luxe institutionnel. La liberté elle-même, en 1956, était considérée comme étant un luxe dangereux. Et parce que aussi le pouvoir exécutif était considéré par la plupart comme étant une locomotive pouvant envoyer la société vers la modernité et qu'il était nécessaire de donner au pouvoir exécutif un pouvoir exceptionnel justifié par le besoin de la construction nationale. Donc, avec la Première République, le binôme était droit constitutionnel, donc construction nationale, au lieu d'être un binôme basé sur droit constitutionnel, liberté. Donc, droit constitutionnel, liberté recule devant un autre binôme qui est le droit constitutionnel, construction nationale. Donc c'était un choix au profit de l'exécutif aux dépens des autres, aux dépens du législatif, du juridictionnel, du citoyen et de la société tout entière. Mais au lieu que le compromis soit un compromis provisoire, les choses ont pris un tournant et le régime devient de plus en plus flou.
le système n'a pas pu donc combiner l'ordre et le mouvement. Donc le résultat, on le connaît. On connaît donc le résultat, une justice déclassée, une justice éclatée. C'est un mot fort qui a... La dégradation de justice. Donc le résultat, une justice qui a été déclassée, une justice éclatée avec l'existence des juridictions militaires, des juridictions donc politiques, l'administratif, le judiciaire. On est devant donc un paysage éclaté. Une justice aussi a été transfigurée parce que toutes les lois ont été des lois anticonstitutionnelles, vu qu'il n'existe pas une juridiction constitutionnelle donc, à cette époque-là. Donc une justice politique qui a été renforcée et un contrôle de la loi qui a été refusé. Donc une part de souveraineté a été retirée de la justice. Une justice aussi qui a été fonctionnalisée et une hiérarchie qui a été par la suite caporalisée. Et à l'heure où la révolution éclate, tout laisse croire qu'on est devant un cadavre juridictionnel plutôt qu'un corps juridictionnel. Donc l'une des revendications de la révolution est d'abattre la justice, c'est-à-dire d'abattre ce modèle et cette forme de justice. Mais si la révolution a ravivé l'idée d'un troisième pouvoir, avec bien sûr toutes les conséquences et les retombées donc, au niveau de l'administration, du service public, de la justice, donc la même révolution a ravivé aussi la tension entre l'exécutif et le juridictionnel. Le passage d'une logique d'autorité vers une logique de pouvoir a fait réveiller une vieille querelle. Une querelle entre une vision jacobine et une vision modernisatrice de la justice. On est entré alors dans une autre phase de notre histoire. Une phase, après la lecture du texte constitutionnel, une phase donc, qui oscille en réalité entre deux bornes. Entre donc une histoire d'un pouvoir historiquement refusé pour la justice. Et après la lecture, les vicissitudes d'un pouvoir annoncé. En d'autres termes, si la Constituante a achevé une idée anachronique, elle n'a pas pu aller jusqu'au paroxysme logique de l'idée de pouvoir, de l'idée de la gouvernance. Donc une donne qui a été annoncée au niveau du préambule, mais qui n'a pas été respectée par la suite. On se retrouve donc paradoxalement devant une logique inachevée. Donc une logique, d'après le texte constitutionnel, qui concorde avec les principes démocratiques. L'autre qui défie les mêmes principes au niveau donc, du même texte. Donc voilà le plan qui a été donc, proposé. Donc un service public de la justice, donc une première partie, une reconfiguration de la justice autour du procès équitable. La deuxième partie, c'est une transfiguration de l'idée de la démocratie participative. Donc vous avez une reconfiguration et une transfiguration. Donc au niveau de la reconfiguration, tout a été donc reconfiguré, destiné autour du procès équitable. Le procès équitable a été constitutionnalisé, article 108. Il est devenu un droit subjectif pour le citoyen justiciable. Donc il suppose l'idée de pouvoir, car le procès équitable s'accorde mal avec l'idée d'un tiers pouvoir. Le procès équitable suppose aussi le juge naturel. C'est pour cela que les juridictions d'exception ont été écartées, les juridictions militaires ont été donc continuent donc à faire partie du paysage, mais avec une compétence traitée et réduite. Donc le procès équitable suppose aussi l'indépendance, la neutralité,
suppose un procès au grand jour, il suppose les droits de défense, il suppose aussi la proximité, donc suppose donc de lutter contre le désert juridictionnel, ce qui a été donc constitutionnalisé. Il suppose une procédure donc simplifiée, une philosophie, c'est-à-dire procédurale bien déterminée. Il suppose aussi les moyens nécessaires pour l'accès à la justice. Il suppose le concours du juge dans l'administration de la preuve, comme il suppose la légalité dans l'administration de la preuve, les délais raisonnables, le double degré de juridiction, un droit de communication avec la juridiction constitutionnelle. Donc, si je peux donc, résumer, on est, s'agissant du procès équitable, tout a été presque constitutionnalisé. On est à ce niveau-là en état d'ivresse, s'agissant du procès équitable et de ses composants. Le procès équitable devient la norme de référence. Il devient le paradigme déterminant. Il devient la source de la reconfiguration. Il devient la source originaire qui justifie la transition d'une logique basée sur l'idée de l'autorité vers la logique basée sur l'idée de pouvoir. Il devient le fil souterrain de toute l'architecture pour accepter ou pour dénoncer les institutions, que ce soit des institutions organismes ou bien des institutions mécanismes. Donc, en bref, le procès équitable a une valeur linguistique comme il a une valeur herméneutique. Mais si les autorités se sont inclinées devant la tempête du procès équitable, ils ont résisté devant l'autre tempête qui est la tempête de la démocratie participative. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine ambivalence entre le préambule de la Constitution et qui, bien sûr, le préambule constitutionnalise l'idée de la gouvernance et de la démocratie participative. Mais par la suite, l'idée n'a pas été donc respectée au niveau donc de la confection des articles qui relèvent du pouvoir donc, juridictionnel. Si vous allez donc parcourir le titre numéro 4, vous allez donc tirer un enseignement majeur. La logique annoncée au niveau du préambule n'a pas été respectée, elle reste une logique inachevée. Donc si les contraintes du procès équitable ont été constitutionnalisées, les contraintes de la démocratie participative n'ont pas été respectées. Le constituant n'a pas pu y aller jusqu'au paroxysme logique de l'idée. On se trouve devant une idée transfigurée, parfois ignorée et déclassée. Pourquoi? Parce que l'espace réservé aux acteurs des deux univers, donc je parle ici de l'univers juridictionnel et de l'univers de la société civile, n'ont pas été donc respectés et le constituant n'a pas poussé donc la logique jusqu'à son extrême logique. Parce que la confection des politiques publiques qui se rattachent à la justice continue à être sous le protectorat de l'État. L'espace réservé aux acteurs de l'univers juridictionnel est un espace réduit, il est relégué. Donc, pour les gens de justice ont été relégués au rang d'une simple autorité consultative, et pour la société civile, c'est un espace qui a été très réduit pour ne pas dire que la société civile a été purement et simplement exclue. Donc, si vous allez vérifier ça au niveau du texte constitutionnel, vous allez donc tirer la conclusion suivante. La compétence du symbole de l'unité du pouvoir juridictionnel, qui est le Conseil supérieur de la magistrature, est une compétence simplement consultative. Donc la confection des politiques publiques de la justice continue à être une question qui relève de l'État. Donc, et même les tentatives qui ont bataillé pour la création d'un conseil qui regroupe tous les acteurs du monde juridictionnel de la société civile, donc c'est une tentative donc, qui a échoué, et les gouvernements qui se sont succédés, la majorité au sein de l'Assemblée nationale constituante n'ont pas l'intention de faire finalement du sujet des politiques publiques de la justice un sujet populaire ou bien un dossier
il peut être géré sur la base d'une démocratie participative. Donc, le sort des gens de la justice n'a pas été d'après la Constitution brillant. Donc, comme conclusion, le sort de la société civile était presque le même. La société civile a été aussi écartée. Donc, comme résumé, donc, au niveau de la nouvelle axiologie, une axiologie basée essentiellement tournée essentiellement vers le procès équitable, et ceci est vérifiable au niveau des textes constitutionnels, mais au niveau de la démocratie participative,